En Afrique du Sud, lors des explications assornées pour l'ex-président Jacob Zuma, il comparaît ce lundi devant une commission d'enquête pour répondre à des témoignages accablants. La bataille pour le contrôle du bureau définitif du Sénat se poursuit en République démocratique du Congo. Modeste Baïti Lukwebo fait face à la fronde d'une partie des parlementaires membres de son regroupement AFDC. En Éthiopie, la guerre des mots se poursuit au sein de la coalition au pouvoir. L'opération avait entraîné la mort de hauts dirigeants, notamment le président de la région Amara ou encore le chef des armées. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La bataille pour le contrôle du bureau définitif du Sénat se poursuit en République démocratique du Congo. Modeste Baïti Lukwebo fait face à la fronde d'une partie des parlementaires membres de son regroupement AFDCA. Reportage. Les parlementaires du regroupement AFDCA qui jurent fidélité à l'ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, ont décidé de voter pour Alexis Tambwe Mwamba, candidat du Front commun pour le Congo, FCC. Les lignes n'ont pas bougé. Quelques parlementaires membres de l'AFDCA se réclament toujours du Front commun pour le Congo. Ils ont même participé à la réunion tenue samedi pour présenter le ticket du FCC pour l'élection du bureau définitif du Sénat. Par ailleurs, aucun des parlementaires de l'AFDCA ne figure sur la liste des candidats présentés par le FCC pour diriger la Chambre haute du Parlement. Ils disent espérer quelques postes au gouvernement pour compenser. Pendant ce temps, Bahati Lukwebo maintient sa candidature. Les parlementaires de l'AFDCA continuent à espérer également que d'autres élus restés fidèles à Bahati Lukwebo vont les rejoindre. Pour sa part, ce dernier maintient sa candidature au poste de président du Sénat et accuse le PPRD, le parti de Joseph Kabila, de s'immiscer dans le fonctionnement interne de son regroupement. Il se réserve également le droit de poursuivre en justice ceux qui sont, dit-il, derrière cette fronde. 13 parlementaires de la FDCA ont décidé de soutenir la candidature de Tambwe Mwamba, choix de Joseph Kabila d'après Bahati Lukwebo. Au Niger, en prélude du Brest à son congrès d'août prochain, le parti de Hama Amadou, le chef de file de l'opposition à l'exil, renouvelle ses structures de base. La coordination régionale de Niamey, objet de convoitise, tombe sous le contrôle d'un inconditionnel de Hama Amadou. On fait le point avec Abdul Karim Mahamadou, notre correspondant au Niger. C'est l'épilogue d'un long feuilleton de lutte pour le contrôle de la coordination régionale de Niamey au sein du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine moderne, Lumana Africa, du chef de file de l'opposition en exil, Hama Amadou. Les militants réunis en conférence régionale sous la supervision de 2 membres du bureau politique et en présence d'un huissier ont porté à l'unanimité Seni Yacouba Dimereda, un inconditionnel de Hama Amadou à la tête de la coordination régionale de Niamey. Aujourd'hui, grâce à vous, la parole du militant a été libérée et ce dernier a été installé dans ses attributs statutaires. Il a définitivement pris la mesure de son poids politique. Sa conscience est forgée sur le fait que, hors du pouvoir de représentation, légué par les comités de base, il n'est point de pouvoir légitime à Lumana. Seules ces entités choisissent librement les personnes qu'elles décident de hisser au sommet de la pyramide de commandement et non l'inverse. Le nouveau président de la coordination a promis de travailler à ramener la cohésion au sein de la structure et d'œuvrer pour le retour au pays de leur leader que le parti compte porter à la magistrature suprême du Niger en 2021. Nous avons besoin d'un leader au frais des dossiers profonds du Niger, aguerri et dont le parcours politique proclame son affranchissement de l'électro-régionaliste et réactivé pour fédérer tous les Nigériens dans une même action. Ce sont ces valeurs-là, justement, telles que décrites, que le président Hama Amadou incarne. Ces qualités intrinsèques du leader charismatique qui incarne le mieux les visions de Lumana lui valent notre détermination aveugle à le consacrer comme candidat unique de Lumana aux élections de 2021.
Hama Amadou a donné l'assurance à ses militants et sympathisants. Il sera à Niamey à l'occasion du congrès et sera candidat du parti à la présidentielle de 2021 contre Vanzema. En Guinée-Bissau, l'ancien Premier ministre Carlos Gomes Jr. a annoncé samedi qu'il se présenterait comme candidat indépendant à l'élection présidentielle du 24 novembre prochain, et ce, 7 ans après avoir été renversé par un putsch avant le second tour du scrutin dont il était largement donné vainqueur. Reportage. Renversé le 12 avril 2012 entre les deux tours de l'élection présidentielle lors d'un putsch mené par le général Antonio Ndiaye, l'ancien Premier ministre bissau-guinéen Carlos Gomes Jr. compte signer son grand retour au sommet de l'État à l'issue de la présidentielle de novembre prochain. Il est le premier candidat à se déclarer publiquement, bien que le président de l'Assemblée nationale, Cipriano Kassama, en visite à Luanda, a exprimé dans les médias angolais l'intention de représenter le PAGC à l'élection présidentielle. Ancien allié du PAGC évoluant désormais en candidat indépendant, Carlos Gomes Jr. espère rallier à sa cause le maximum d'électeurs dans un environnement politique ponctué de crises à n'en point finir. En effet, malgré le bon déroulement des élections législatives du 10 mars remportées par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert PAGC, le pays peine à sortir de l'impasse qu'il vit depuis le limogeage en août 2015 du Premier ministre Domingo Simoes Pereira, chef du PAGC. Une situation conflictuelle qui aura induit par la suite l'exclusion du président José Mario Vaz du parti. Depuis, le PAGC et ses alliés contrôlent 54 sièges sur 102 au Parlement. Le MADEM, formé par 15 députés frondeurs du PAGC qu'ils ont amputé de sa majorité absolue dans l'Assemblée sortante, et le Parti pour la rénovation sociale, PRS, se partage les 48 restants, respectivement 27 et 21. Carlos Gomes Jr. entend surfer sur cet imbroglio pour tirer son épingle du jeu. En Gambie, la commission Vérité et Réconciliation se penche sur la répression de la presse sous l'ancien président Yaya Jammeh. Ce dernier disposait en effet d'un arsenal juridique pensé pour réprimer les médias. Reportage. La commission Vérité et Réconciliation a consacré une semaine à la liberté de la presse sous l'ancien président gambien Yaya Jammeh. Près de 10 journalistes se sont relayés pour raconter leur histoire et essayer de documenter au mieux l'ensemble des violations commises contre la presse durant 22 ans. Les journalistes sont les fils illégitimes de l'Afrique, avait déclaré Yaya Jammeh quelques mois seulement après le coup d'État de juillet 1994. Des propos qui sont aujourd'hui rapportés par Lamine Cham, rédacteur en chef du Standard Newspaper. Il a lui-même été arrêté et torturé en 2006, accusé d'alimenter un journal en ligne basé aux États-Unis et critique du pouvoir. Avec ces témoignages, les Gambiens prennent connaissance de la répression massive menée contre les journalistes. Durant le règne de l'ex-président, 2 d'entre eux ont été tués, plus de 140 journalistes ont été arrêtés, 15 médias ont été fermés et au moins 20% de la corporation a fui le pays. Yaya Jammeh disposait d'un arsenal juridique pensé pour réprimer les médias. Si la liberté de la presse semble être revenue en Gambie, les lois liberticides n'ont toujours pas été réformées. Je vous le disais en titre, en Afrique du Sud, l'heure des explications a sonné pour l'ex-président Jacob Zuma. Il comparait en effet ce lundi devant une commission d'enquête pour répondre à des témoignages accablants. Jacob Zuma est accusé d'avoir généralisé la corruption à la tête du pays. Reportage. Depuis 1 an, cette commission, présidée par le vice-président de la Cour constitutionnelle, Raymond Zondo, a entendu des dizaines de ministres, élus, hommes d'affaires ou hauts fonctionnaires venus déballer au grand jour les affaires louches de l'Ezuma de 2009 à 2018. L'ancien chef de l'État, 77 ans, est notamment soupçonné d'avoir accordé illégalement de juteux contrats publics et des avantages indus à une sulfureuse famille d'hommes d'affaires indiens dont il est proche, les Gupta. Mais il a toujours nié farouchement être impliqué dans tous les scandales qui ont éclaboussé son règne. Même s'il n'a pas obtenu la liste des questions que le juge Zondo envisage de lui poser, Jacob Zuma a accepté de répondre à sa convocation non contraignante. Mais le doute persiste sur l'attitude qu'il adoptera lors de l'audience télévisée en direct. Malgré toutes les accusations dont il fait l'objet, l'ancien président n'a toujours pas été formellement inculpé. Il n'est pour l'heure poursuivi par la justice que dans une seule affaire de pot de vin versée en marge d'un contrat d'amement signé il y a 20 ans.
Dans un courrier rendu public le mois dernier, son avocat Daniel Mantucha a mis en cause l'impartialité de la commission d'enquête en l'accusant de ne chercher qu'une vérité et de vouloir piéger et humilier son client. Jacob Zuma a été poussé à la démission il y a 1 an et demi par son successeur Cyril Ramaphosa à la tête du pays et du Congrès national africain, ANC. L'ex-ministre mozambicain des Finances actuellement détenu en Afrique du Sud ne sera pas extradé vers Maputo, ainsi en a décidé le nouveau ministre sud-africain de la Justice. L'actuel ministre sud-africain de la Justice a décidé d'annuler une décision prise le 21 mai dernier par son prédécesseur. L'ancien ministre mozambicain des Finances ne sera donc pas extradé vers son pays d'origine. L'annonce de la décision précédente avait provoqué la colère des États-Unis qui réclamaient eux aussi l'extradition de Manuel Chang. Ce dernier est accusé d'avoir touché des pots de vin pour un montant de 12 millions de dollars dans l'affaire dite des dettes cachées du Mozambique, un vaste réseau d'emprunts contracté illégalement par l'État pour un montant de 2 milliards de dollars. Manuel Chang est un prisonnier encombrant et la justice sud-africaine ne sait manifestement pas quoi en faire. Ne sait manifestement pas quoi faire de lui, d'après le ministre sud-africain de la Justice d'alors, Michael Masutha. Ce dernier annonçait par communiqué vouloir l'extrader vers son pays d'origine pour qu'il y soit jugé. 2 mois plus tard, son successeur Ronald Lamola annule cette décision, la jugeant irrationnelle et incompatible avec les traités régionaux signés par Pretoria. Il s'appuie sur le fait que Manuel Chang bénéficie toujours de l'immunité politique au Mozambique, qu'il n'a pas été inculpé et risque donc de ne pas être jugé à Maputo. Le revirement de la justice sud-africaine devrait satisfaire Washington, qui avait demandé à Pretoria de reconsidérer sa décision. Car les États-Unis réclament eux aussi Manuel Chang, accusé de fraude et de blanchiment d'argent dans l'affaire de la dette cachée du Mozambique. Scandale dans laquelle des investisseurs américains ont été lésés. Pour l'heure, l'Afrique du Sud n'a pas indiqué si elle allait accéder à la demande américaine et extrader vers les États-Unis l'ancien ministre en prison depuis décembre 2018. En Éthiopie, la guerre des mots se poursuit au sein de la coalition au pouvoir. 2 grands partis, le Front de libération du peuple tigréen et le Parti démocratique Amara, s'invectivent depuis la tentative de coup d'État déjouée il y a bientôt 3 semaines. L'opération avait entraîné la mort de hauts dirigeants, notamment le président de la région Amara ou encore le chef des armées. Plus de précisions à travers ce reportage. La coalition au pouvoir en Éthiopie dans la tourmente. C'est le TPLF qui a ouvert les hostilités. Le parti d'ethnie tigréenne a accusé l'ADP des Amaras d'avoir collaboré avec des forces ultranationalistes et mis en danger la sécurité du pays. L'ADP doit présenter des excuses publiques, sinon ce sera difficile pour nous de continuer de travailler avec eux, a déclaré le TPLF. L'ADP a refusé de s'excuser et dénoncer des propos consternants avant d'accuser à son tour le TPLF d'avoir favorisé l'insécurité. Ils ne changeront jamais et continueront leur façon corrompue de faire de la politique, a indiqué l'ADPF. En arrière-plan, les enjeux ethniques ne sont pas loin. Tué par les forces de sécurité, le général Tidje, cerveau présumé de la tentative de coup d'État, était membre de l'ADPF. Le chef d'état-major assassiné, Siare Mekonnen, lui, était de la minorité tigréenne. Or, le parti TPLF, longtemps au pouvoir, a perdu de son influence depuis l'arrivée du Premier ministre Abiy Ahmed, qui, lui, est un Oromo. Si Abiy Ahmed a donné un nouveau visage à l'omnipotent Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, EPRDF, la coalition au pouvoir, diplomates et hommes politiques soulignent que rien n'a vraiment changé à l'échelon local. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée accompagnée des programmes de SICA. À très bientôt.